Alors, correction de l'activité concernant l'empereur et ses pouvoirs, l'exemple d'Auguste. Alors, je ne vais pas revenir sur les documents, seulement sur les questions qui nous intéressent. Quels éléments te montrent qu'Auguste est un chef militaire? Document 1, je reviens sur le document 1. Alors, il y en a deux essentiellement. Déjà, cette cuirasse qui lui sert de protection. Tous les soldats ont une cuirasse, pas comme celle-ci bien sûr, mais en tout cas, ils ont de quoi se protéger les parties vitales du corps humain. Ensuite, il y a également sur cette cuirasse des symboles forts comme celui-ci, un général romain qui reçoit l'emblème d'une légion, d'accord? Et en plus de ça, le manteau de couleur rouge, ici vous le voyez, il est porté par les généraux romains, puis par les empereurs. Donc Auguste est d'abord et avant tout un chef militaire, le chef militaire le plus important de tout l'Empire romain. Deuxième question, concernant les documents 1, 4 et 5, quels éléments te montrent qu'il est protégé des dieux et quelles fonctions sacrées exerce-t-il? Alors pour cela, les deux premiers documents, donc le 1 et le 4, pourraient répondre à la première question et le 5 pourrait répondre à cette deuxième question. Je reviens sur le premier document. Alors, bien évidemment, la présence du ciel, de la terre, on voit qu'ici, il y a un entre-deux. Il est entre le ciel et la terre, vous voyez, par ce petit symbole ici. Et puis, c'est surtout la présence de Vénus. Comme vous pouvez le lire, Vénus est un ancêtre que César se disait appartenir. Et comme Auguste, lui, se dit l'ancêtre, ou du moins le descendant de César, il y a donc dans son arbre généalogique, si on veut, tout au sommet de cet arbre, Vénus, une déesse des Romains, la déesse de l'amour. Oui, le quatrième document est encore plus flagrant, puisqu'ici, pardon, puisqu'ici, vous le voyez, il est entouré de différents dieux, la déesse Rome, mais également la déesse de la terre, la déesse de la moisson, donc il est un humain, mais parmi des dieux. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il n'est pas lui-même un dieu? Vous voyez, d'autant plus que la déesse de la terre couronne Auguste, comme si Auguste appartenait à l'un des leurs. Il est plus ou moins un dieu parmi les autres, et chose plus exceptionnelle encore, c'est un dieu vivant puisqu'il n'est pas encore mort. Et il deviendra encore plus exceptionnel lorsqu'il sera décédé. Et enfin, le troisième document, il est le chef de la religion romaine. Ici, vous voyez, en plus d'un chef militaire, en plus d'un chef politique, il est également un chef religieux, le plus grand de tous les chefs religieux. Alors n'oubliez pas qu'à cette époque-là, la religion chrétienne est une secte parmi tant d'autres, hein. Il y a très peu de chrétiens. D'ailleurs, ils sont, pour la plupart d'entre eux, mal vus, persécutés pour certains. Donc, la religion chrétienne n'existe quasiment pas à cette époque-là. C'est une religion d'État. Et le chef d'État, c'est-à-dire Auguste, est également le chef de la religion de tous les Romains. Et comme chef de la religion, on lui doit des honneurs, on lui doit des sacrifices. Il est considéré comme le grand pontife, c'est-à-dire le chef suprême de la religion. Donc tout ceci nous montre que cette fonction qu'il exerce, elle est totale, c'est-à-dire qu'elle est au sommet de la pyramide religieuse de l'Empire romain. D'ailleurs, le pontife aujourd'hui, hein, il s'agit du pape, vous voyez, le chef de la religion chrétienne, on l'appelle le souverain pontife et il s'agit aujourd'hui du pape François. Documents 2 et 3. Quel pouvoir politique détient Auguste et de qui a-t-il le soutien? Alors, pour le premier document, regardez, hein, on nomme aux magistratures selon les lois. Auguste obtient la totalité des pouvoirs du Sénat, même si le Sénat va rester encore pendant très longtemps une institution politique, législative de l'Empire romain. Sauf que le Sénat, à partir d'Auguste, il n'aura finalement presque aucun rôle, sauf celui de noter les lois qu'Auguste aura lui-même rédigées.
Vous voyez, ne parlez pas de dictature, on est loin d'une dictature ici. Dion Cassius parle peut-être plus justement d'une monarchie. Il agit ici comme un roi, d'accord, qui aurait un pouvoir un peu absolu, même s'il faut relativiser ce pouvoir absolu, puisqu'il a des conseillers, puisqu'il écoute. Il n'est pas là pour faire le mal sur son peuple, il est là tout simplement pour établir des lois, sauf que ces lois ne sont plus celles du Sénat, elles sont celles de l'empereur. Et enfin, de qui a-t-il le soutien? Eh ben, selon Tacite, hein. Alors, n'oubliez pas ici que Tacite est un historien, certes, mais il n'a pas la rigueur historique que nous avons. Quand je vous dis qu'il faut des documents, qu'il faut des témoignages, qu'il faut des traces pour faire de l'histoire, ici, Tacite n'a pas tout ça. Alors, Tacite regarde un petit peu autour de lui et il décrit ce qu'il voit. Donc, il n'est pas complètement objectif. Et selon ce qu'il dit, il avait donc l'appui des nobles, il avait également l'appui du Sénat, ici, et il avait finalement l'appui de tout le monde, puisque, regardez cette phrase, hein, on aimait mieux le présent et sa sécurité que le passé avec ses périls. Donc on a l'impression que grâce à Auguste, tout va beaucoup mieux et que l'Empire a enfin atteint cette fameuse paix romaine, la Pax Romana, qui sera finalement le travail de l'empereur Auguste. Parvenir à réconcilier, c'est-à-dire à pacifier l'ensemble de l'Empire romain et de tous ses habitants.